Merci à vous d'être venu et restez. Oui, alors c'est vrai, je ne sais pas comment on peut appeler le rock dont je vais parler, s'il fallait le situer vis-à-vis des musiques extrêmes. Alors peut-être ce sont des musiques de la médiété, mais bon, au sens où il y a aussi une excellence dans le juste milieu. Alors, donc la question que je me propose d'étudier avec vous, c'est celle de savoir si le rock est la reconstruction musicale du désir. Donc cette formulation, elle peut paraître un petit peu étrange de premier abord, mais je vais essayer de la justifier. D'abord en pointant, et je ne révèle aucun secret, que au centre du rock, la question de la sexualité et plus largement celle du désir. Alors, je suppose que je n'ai pas besoin de rappeler les effets du déhanché d'Elvis, les poses de Jimi Hendrix, la réputation sulfureuse des Stones ou de Led Zeppelin, celle de Prince, de Madonna, des paroles et des déclarations des uns, I'm a Sex Machine de James Brown, des pochettes, le même Hendrix pour Electric Ladyland, et même l'argot qui a donné naissance à rock'n'roll dit assez explicitement de quoi il s'agit. Donc il y a au centre des préoccupations du rock sans doute quelque chose comme la sexualité, le désir, au point que quand on parle, vous savez, de la trinité mythique qui définit la vie rock'n'roll, eh bien ça n'est pas le rock'n'roll qui vient en premier. Et ce désir, alors il est extrêmement présent dans tout ce qui accompagne la musique. Et la question c'est évidemment de savoir qu'en est-il dans la musique elle-même, dans le son lui-même. Puisque de fait il y a les sonorités produites par les sujets désirants. Alors ça va des feulements de Robert Plant jusqu'aux enregistrements tout à fait indiscrets de Axl Rose dans Rocket Queen. Il y a la possibilité pour la musique de servir de soutien, de support à l'affirmation du désir, affirmation qu'on retrouve dans I Want You par exemple de Dylan jusqu'aux Beatles. Mais il semble, en tout cas moi il me semble qu'il y a quelque chose de plus que cela, qu'il y a dans le rock quelque chose comme le désir qui se fait son dans ce qui serait en quelque sorte un mouvement inversé du verbe qui se fait chair et qui consiste en tout à fait autre chose que de faire droit aux effets sonores du désir ou d'endosser la fonction de bande-son. Donc, je ne crois pas que la musique rock soit au service d'un désir qui se dirait d'abord pour des raisons culturelles, dans les paroles, dans l'iconologie du rock. Je pense que c'est dans la musique que le rock a quelque chose à faire entendre et à dire de particulier. Et donc la question, c'est évidemment de savoir, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de donner un son au désir. Alors si on définit le désir dans sa plus grande généralité comme un mouvement qui projette dans l'horizon d'une jouissance l'existence, comment ça peut trouver une forme d'existence sonore? C'est, je crois, une des clés de la compréhension de la musique rock, dans la mesure où ça dit quelque chose de sa dynamique, de la manière dont elle gère les intensités et comment elle les gère de manière très particulière. Donc, puisque le désir n'est pas en soi quelque chose de sonore, et là j'essaye de rejoindre un petit peu la question que je pose, puisque le désir n'est pas en soi quelque chose de sonore, la musique rock doit procéder à sa reconstruction. Alors d'abord à sa construction parce que, encore une fois, il faut inventer la musique qui va incarner le désir, et puis ça a aussi quelque chose d'une reconstruction parce qu'on le reconnaît. On le sent quand on le voit, en tout cas quand on l'écoute. Et à partir de ce moment-là, il y a bien une reconstruction, c'est-à-dire une reprise de quelque chose qui n'était pas sonore et auquel une existence sonore est donnée. Et dans cet écart entre la reconnaissance et l'invention, il y a la possibilité pour le rock non seulement de créer des figures de désir tout à fait spécifiques, mais en plus d'une certaine manière, de les renvoyer au monde auquel le désir en premier lieu a été pris. Et c'est là que se situe peut-être, on verra avec quelle difficulté, c'est là que se situe ce que le rock peut apporter, a pu vouloir apporter en tout cas, à une génération, à une classe d'âge et à l'Occident. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord étudier dans quelle mesure, c'est le premier point, si on veut, de mon propos, dans quelle mesure le rock ne crée pas ex nihilo une sonorité dans laquelle tout le monde reconnaîtrait le mouvement du désir, mais il l'emprunte, en tout cas il la reprend, parce qu'il se situe dans un certain rapport avec le paysage sonore de son époque.
Ce paysage sonore, il a pour élément dominant une sonorité, celle du moteur dans ses accélérations, dans ses variations de régime. Et c'est une sonorité qui non seulement, on va le voir, bouleverse le milieu du vivant humain, crée une sorte de déséquilibre, mais c'est en plus une sonorité qui est d'emblée, quand on l'écoute, et plus encore quand on le verra, on pratique le moteur, si je puis dire, c'est une sonorité qui est d'emblée érotisée. Et c'est de cet élément du paysage sonore que va hériter, en tout cas, le rock. Donc, ce caractère fondamental de la musique, pas encore, du son des moteurs dans le paysage sonore, elle a été mise en avant par Raymond Murray Schafer dans Le paysage sonore, le monde comme musique. Donc je le lis. Le moteur à combustion interne constitue aujourd'hui le son fondamental de la civilisation contemporaine. Il lui confère sa tonalité, comme l'eau donnait la sienne aux sociétés thalassocratiques, comme le vent déterminait celle des steppes. Donc, alors, ça n'est pas une bonne nouvelle pour Murray Schafer que ce soit le bruit des moteurs qui domine le paysage sonore, parce que selon lui, ça fait du paysage sonore non pas quelque chose de calme, d'organisé et de discret, mais une sorte de masse évoluant vers le bruit. Mais néanmoins, il reconnaît que c'est là une sonorité dominante. Alors, elle ne l'a pas été tout de suite, la sonorité des moteurs, elle n'a pas été tout de suite le son dominant, parce que, alors, dans le mouvement d'urbanisation qui accompagne le début du XXe siècle, c'est un gigantesque tohu-bohu. C'est-à-dire qu'on importe les pratiques de village, le fait de se héler, de vendre à la criée, il y a des animaux, les voitures sont brinque-ballantes, ça grince de tous les côtés, il y a des pavés, ça fait un bruit extraordinaire, il n'y a pas de caoutchouc. Bref, c'est vraiment une sorte de cataclysme sonore. Mais au fur et à mesure, pour des raisons de campagne anti-bruit et puis d'évolution de la vie urbaine, les sons se font plus calmes. On rajoute de l'huile, on met des pneus, les vendeurs à la criée ne trouvent plus à s'employer. Et dans ce paysage sonore qui devient de plus en plus silencieux, il ne reste plus qu'une chose. Il reste, alors j'exagère naturellement, mais enfin, il y a un élément dominant qui est celui des moteurs. Et il domine à la fois au sens où, effectivement, ce sont eux qu'on entend par-dessus tout, et il domine aussi au sens où, comme le dit Schafer, il donne la tonique finalement de la musique du paysage sonore. C'est en tant qu'élément dominant, c'est eux qui orientent finalement, qui polarisent la manière dont on entend ce paysage sonore. Mais il faut aller un petit peu plus loin parce que Murray a tendance à penser le paysage sonore comme une sorte de tableau. Quand il décrit les différents sons, alors que ce soit ceux de la campagne ou de la ville, il se met toujours à distance dans une perspective qui est très analytique, froide. Et c'est un point de vue qui doit être nuancé. En ce qu'un son, ça n'est jamais un son tout seul, c'est toujours une perception qui s'accompagne des actions possibles qu'elle suscite de manière plus ou moins impérieuse. Ce sont, comme les a appelés Gibson, les affordances qui vont avec toutes les perceptions, à savoir le fait que percevoir quelque chose, c'est toujours déjà se projeter de manière plus ou moins contrainte dans une action possible. Il se trouve qu'au moment où le moteur arrive dans le paysage, alors là on change de vocabulaire, on passe plutôt dans celui de l'écologie. À l'époque où le moteur arrive dans le milieu du vivant humain, précisément le vivant humain n'est pas du tout préparé à ça. Alors de manière un peu humoristique, un psychologue de l'époque a dit voilà, le moteur c'est le rugissement du tigre à dents de sabre pour l'homme moderne. C'est-à-dire que un moteur qui gagne en vitesse tel qu'on l'entend par son sens énergétique, en volume et donc en proximité, la réaction normale de quelqu'un qui n'est pas habitué, en tout cas anthropologiquement à cette époque-là, c'est de fuir. Et si vous regardez les films de l'époque, par exemple Berlin, excusez mon accent, dit Symphonie des Großstadt de Ruttmann, vous voyez des scènes de traversée où les gens sont complètement affolés. Parce que, au fond, on exige d'eux, par rapport au moteur, une sorte de maîtrise de leur réaction
au son qu'ils n'ont pas du tout. Puisque le son, c'est d'abord le sens de l'événement. C'est au fond, le son sert de détecteur d'événements, comme une veille permanente, et sert de directeur à ensuite la perception visuelle qui est plus précise. Et d'un coup, on impose d'une certaine manière à un vivant qui a été façonné dans ses réactions et dans ses perceptions par des siècles d'évolution, on lui impose d'entendre quelque chose qui se présente comme extrêmement dangereux d'un point de vue sonore, mais de traverser dans les clous. Donc il y a de l'éducation civique à traverser dans les clous parce que le moteur est trop comment dire, présente un danger trop grand. Donc ici il y a un moment qui est intéressant, c'est que il se crée un déséquilibre écologique du point de vue du milieu. Il y a des affordances qui ne peuvent pas être satisfaites et il y a un déséquilibre par rapport à ce qu'on appelle l'homéostasie d'un vivant vis-à-vis de son milieu, c'est-à-dire sa capacité à maintenir une relation équilibrée à ce milieu. Et puis, ce son, on est obligé de l'entendre puisqu'on n'y réagit plus. C'est-à-dire que d'habitude, une perception qui entraîne de manière impérieuse une action, ce qui est perçu au fond disparaît dans le processus de l'action. Là, on est obligé de faire attention au moteur. C'est-à-dire qu'on est obligé d'entendre et au fond de faire attention à cette perception-là. Et c'est d'autant plus frappant que cette perception, elle est d'emblée érotisée, ou en tout cas porteuse de quelque chose d'érotique. Alors, érotique, ça veut juste simplement dire ici qu'il y a rapport au désir. C'est Freud qui le premier a remarqué que, par exemple, les voyages en chemin de fer étaient une cause d'excitation mécanique absolument irrépréhensible, précisément parce que mécanique. Il dit, alors vous voyez dans la vie fantasmatique des enfants et des adultes, le chemin de fer a une importance considérable parce qu'il est un tremblement permanent qui n'agit pas localement sur tel ou tel organe, mais au fond anime, excite l'ensemble du pouvoir érogène du corps, puisqu'on sait que le corps est érogène dans toutes ses dimensions. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le pouvoir d'éprouver du plaisir ne dépend pas des organes, et dès lors que l'on fait vibrer le corps tout entier, au fond, dit Freud, ça a pour conséquence d'exciter tout ce qui est excitable finalement dans l'individu. Mais le problème étant que cette excitation qui ne débouche sur aucune satisfaction, selon le modèle qu'il propose. Et c'est ce qui apparaît par exemple non plus dans les voyages en train, mais particulièrement dans les voyages en voiture. Et c'est Octave Mirbeau, dans un livre qui est lui-même très chaotique, la 628 E8, qui décrit l'expérience de l'automobiliste lancé dans sa voiture, c'est-à-dire dans un engin dont il contrôle le régime moteur. L'automobiliste ne peut plus tenir en place, trépidant, les nerfs tendus comme des ressorts, impatient de repartir dès qu'il est arrivé quelque part, en mal d'être ailleurs, sans cesse ailleurs, plus loin qu'ailleurs. Son cerveau est une piste sans fin où pensées, images, sensations ronflent et roulent à raison de 100 km à l'heure. La vie de partout se précipite, se bouscule, animée d'un mouvement fou, d'un mouvement de charge de cavalerie, etc., etc. Je retiens deux expressions de ce passage de Mirbeau. Le premier, c'est sans cesse ailleurs, plus loin qu'ailleurs. Ici, dans le vocabulaire spatial et géographique, il y a l'idée qu'il faudrait aller dans un lieu qui serait à la fois dans la continuité de l'espace et radicalement autre. Il faut à la fois un terme qui est dans la continuité du mouvement et le passage à quelque chose de qualitativement supérieur, quelque chose qui pourrait être nommé le plaisir ou la jouissance. Et c'est ça qui est recherché dans ce mouvement fou, c'est l'achèvement de ce mouvement, un mouvement qui au fond se déprendrait de lui-même en allant à l'échelle au-dessus, à l'étage au-dessus, remplissant en quelque sorte la promesse de ce mouvement d'intensification perpétuelle qu'il connaît sur la route, au prix notamment de quelques accidents. Et l'accident, c'est précisément la seule voie qu'offre la route, le moteur, l'automobile, comme voie finalement de libération de l'excitation qui a été emmagasinée lors de la conduite à travers les vibrations du moteur. Vous pensez immédiatement, évidemment, à Crash de Ballard et plus encore à son adaptation cinématographique. Et Crash, donc, porte sur la manière dont l'érotisme et l'accident et la mécanique des voitures en viennent à se mêler et à devenir indissociables. Et le film se finit sur un accident
qui finit bien, en tout cas qui a une issue heureuse, puisqu'il n'y a pas de mort, mais il y a une déception, et la dernière parole de James à Catherine, c'est peut-être la prochaine fois, mon amour, la prochaine fois, tu mourras, mais la prochaine fois aussi, tu auras atteint ce que la route, la mécanique te promettent depuis toujours. Donc, ce mouvement, ce bruit du moteur, il est à la fois dominant, caractéristique, créateur de déséquilibre, et érotisé à travers une sorte de métonymie dont le désir est coutumier. Le rock n'a finalement qu'à se servir pour reprendre cette sonorité-là, qui, dans le cadre de la route, reste insatisfaisante. Le processus ne touche pas à sa fin. Et on peut écouter, parce que de ce point de vue c'est assez intéressant, c'est comme le point zéro du commencement du rock, et il nous est donné par un film de 2010 qui s'appelle Sound of Noise, que vous avez peut-être vu, où de dangereux activistes musiciens font des sortes de happening à partir d'objets du quotidien, composant des mélodies, etc. Et la plupart de ces mélodies, alors dans la salle de bain, dans la cuisine, sont plutôt conventionnelles, bien tournées, en 4/4, etc., etc. Mais le film s'ouvre sur quelque chose d'autre qui est notre point de départ pour le rock, et je vais vous le faire écouter tout de suite. Je crois qu'on peut isoler deux parties dans cet extrait qui, alors, bon, j'ai pas pu passer le film, mais on est dans un van, il y a une batterie au fond, il y a une conductrice et c'est elle qui dirige la musique en roulant. Il y a deux séquences qu'on peut isoler. La première où on a une série de décélérations, de passages à la vitesse inférieure qui permettent d'aller plus grave et donc à ce titre de produire des effets mélodiques. Et la deuxième est une sorte de montée en intensité, de sur-régime qui se construit progressivement, de régime qui monte, et on entend la batterie accompagner cette montée en régime par des frappes toujours plus intenses qui essayent, par le volume seulement, d'accompagner cette montée en intensité qui normalement est perceptible par tous et pour laquelle on attend une forme d'achèvement. Ça ne peut pas continuer à l'infini. Et précisément, ça ne continue pas à l'infini. Le film est obligé d'utiliser une sorte de procédé extérieur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il passe devant la police, vous avez entendu les sirènes, et donc c'est un élément extérieur qui vient mettre fin à cette montée en régime. Et le problème du rock, c'est ça, c'est celui-là, c'est comment, sans la police, si je puis dire, fait-on pour donner un achèvement satisfaisant à ce qu'on a entendu ici et qui est de l'ordre d'une montée en intensité simple fondée sur la montée en régime du moteur. Alors, ce modèle-là, il existe dans le rock, celui de l'intensification progressive, et c'est par exemple celui dont les Yardbirds étaient friands dans les années 60, c'est celui qu'on appelle le rave up. Alors, il y a un album de 65, un live qui s'appelle Having a Rave Up with the Yardbirds, et effectivement, la majorité des chansons sont construites par une intensification progressive qui ne se finit pas. En définitive, c'est-à-dire soit une retombée, soit comme d'autres font des fade-out, c'est-à-dire au fond des aveux d'échec de ce qui est en train de se jouer à ce moment-là dans la musique. Et à partir donc toutes sortes de mouvements dynamiques sont possibles dans le rock, mais au moment des Yardbirds, en tout cas de cet album de 65, on voit que, c'est comme disait Boukourechlieff, une montée en intensité qui se maintiendrait au pic de l'intensité n'aurait aucun sens. Et de fait, dans le rock, il semble qu'il en aille de même. Mais d'autres tentent de produire autre chose et de donner une résolution à cette montée en intensité. Écoutons donc cette chanson qu'on connaît tous.
Alors là, c'est peut-être sous une forme un petit peu balbutiante, mais on reconnaît quand même, en tout cas, on perçoit quand même dans le début du refrain quelque chose comme un régime normal, avec une voix, ce qu'on appelle le baby talk de Mick Jagger, et puis progressivement, la guitare gagne en granulosité, en bruit, elle fait plus jouer la distorsion des lampes, la voix de Mick Jagger monte à la fois mélodiquement, et elle aussi, son timbre se change et se charge de partiels, comme s'il commençait progressivement à atteindre le cri. Et puis au moment du refrain, alors il y a un petit décalage, mais Keith Richards change de son. On passe d'une distorsion à lampe sur le modèle de l'overdrive à une saturation par la pédale fuzz qui est beaucoup plus régulière, beaucoup plus riche. Et Mick Jagger se met à chanter paradoxalement qu'il ne peut pas être satisfait, mais les I Can Get No est quand même mis entre parenthèses parce qu'on a bien ici quelque chose comme l'élaboration d'une résolution énergétique à la montée en intensité qui a précédé. Il y a quelque chose, si on voulait le dire comme ça, il y a quelque chose comme un surrégime achevé. Effectivement, un mouvement d'intensification dynamique a donné lieu à quelque chose comme au passage à une stade qualitative supérieure qui a permis d'atteindre un régime énergétique à la fois supérieur et perçu comme maximal. Ce mouvement-là a été est beaucoup plus audible, par exemple, dans le rock des années 90, des Pixies à Nirvana, mettons, quand il a été question de faire alterner, quoique non sans articulation, des passages calmes et des refrains en distorsion et hurlés. C'est en définitive le dernier avatar de cette manière-là de penser les rapports énergétiques du rock. Donc, ce qui peut être intéressant ici, c'est de voir que ce sur-régime achevé se fait grâce à l'organisation, à la manière dont les instruments se répondent, la guitare et la voix, à la manière dont guitare et voix font entendre ce que Bernasset va appeler le corps physique des sources sonores plus que leur corps musical, c'est-à-dire un amplificateur qui est saturé, qui semble être proche de l'extinction ou de l'implosion, une voix qui est au bord du cri, qui est l'autre du chant. Tout ce passage à l'extrême permet, grâce à l'organisation spécifique ici de Satisfaction, de produire quelque chose de nouveau, qui est le modèle proprement rock, en tout cas, d'accomplissement du désir. On peut, et on va, le comparer à deux autres formes de passage de modulation d'intensité. La première est une modulation qu'on pourrait dire simplement syntaxique, c'est-à-dire qui ne joue que sur les paramètres traditionnels de la musique, à savoir rythme et ici plus particulièrement harmonie et mélodie. C'est de 2007, c'est Radiohead, Faust Harp. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the blackbird pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel now, what you ought to. Reasonable, sensible, different than they up. I guess I'm stuck with all you had in you, but no, for no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles I take about. Donc là, on a un changement de plateau d'intensité, mais qui repose uniquement sur des éléments mélodiques. Maintenant, autre type de changement d'intensité, et en fait, changement d'intensité multiple, j'ai dû couper un peu le fichier, vous me pardonnerez, mais nous allons étudier ce qui se passe du point de vue dynamique sur cette chanson-là.
ce qu'il y a d'intéressant dans cette chanson des Foo Fighters, c'est la succession de plateaux d'intensité très nettement démarqués, avec à chaque fois la perception, alors qui nous vient, qui a été formée par la perception des objets, des événements du monde, à chaque fois la perception d'une intensité, c'est-à-dire d'une dépense énergétique qui semble supérieure, mais ça n'est que dans la dernière phase que, semble-t-il, cette dépense énergétique semble maximale, mais telle qu'il ne pourrait pas y en avoir de plus haute. Alors que dans les précédentes, notre oreille, plus ou moins habituée au rock, ne perçoit pas cette dimension d'intensité maximale. Et donc, cette intensité maximale, c'est ça qui fait la spécificité du rock, et c'est assez important si on le rapporte à la manière, au fond, dont la jouissance peut s'éprouver dans le monde réel. Je m'appuie ici sur des travaux qui ont été menés par Marion Brachet très récemment, et qui a décidé de prendre comme modèle, en tout cas d'utiliser comme modèle, à partir des travaux de Masters et Johnson, qui sont des sexologues américains, de prendre pour modèle les différents types d'orgasmes humains, alors qui sont chez Masters et Johnson très genrés, mais elle en fait une critique, et d'essayer d'appliquer ce modèle-là pour penser, puisqu'après tout, ce sont des modèles assez parlants et assez éclairants, pour penser les mouvements dynamiques de la musique rock et même pas seulement. Alors, ce qu'elle montre, c'est que voilà, elle reprend donc les modèles de Masters et Johnson. Donc, dans ce type-là de climax ou d'orgasme qui est ici référé aux hommes, mais elle fait la critique encore une fois de cette manière un peu trop genrée de concevoir les choses. Ici, le pic de climax redescend aussitôt, et elle le trouve plus intéressant, et elle a raison, de s'intéresser à d'autres types de climax qui sont, alors en l'occurrence, des orgasmes à climax répétés ou maintenus. Et elle utilise ces modèles-là pour penser notamment le rock, le post-rock islandais, et ça fonctionne effectivement très bien. Ça fonctionne très bien, mais là où il y a deux remarques à faire qui tiennent à la possibilité de prendre ce modèle-là en compte, c'est que à aucun moment dans ces modèles-là n'apparaît la possibilité de quelque chose qui serait un climax maximal. Ici, c'est peut-être la courbe B qui s'en rapprocherait le plus et qui ne serait pas identifiée comme plateau, mais bien à l'étage au-dessus, à celui d'orgasme. Alors, c'est important parce que ça veut dire, et c'est la dimension c'est la dimension culturelle et politique du rock qui va apparaître. Ça veut dire que le rock donne à vivre musicalement des formes de satisfaction ou de jouissance qui n'existaient pas avant lui, d'une certaine manière. Alors, bien sûr, le rock emprunte, le rock reste dans le cadre de mouvements dynamiques, etc., mais alors, c'est dramatique, j'ai 27 et l'horloge est déjà à 30. Moi, je pense qu'elle a tort. Non, mais elle n'a pas été activée. Ah, d'accord. Ah oui, alors ça me rassure. Ce qui veut dire qu'avec le rock, d'une certaine manière, les auditeurs de rock disposent d'un modèle qui n'a aucun équivalent et qui peut proposer, ou en tout cas revêt une importance, à mon avis, décisive dans les mouvements culturels qui affectent les années 50 et 60. Alors, la recherche, la révolution sexuelle s'amorce avant le rock. Elle s'amorce avec le rock and roll, si on veut bien les distinguer. Et dès le mouvement hipster et le mouvement beat, il est question je prends une expression ramaldienne, de dérégler l'essence, mais en tout cas de réformer le système nerveux ou d'arriver à vivre des orgasmes apocalyptiques. Je reprends à propos du mouvement hipster les expressions de Norman Mailer. Alors, donc le rock n'invente pas l'idée qu'il y a quelque chose d'autre à vivre que ce qui est habituellement vécu de manière plus ou moins genrée, mais il en propose un modèle qui est d'autant plus efficace que c'est un modèle formel. Le rock peut servir de bande-son à peu près tout ce que vous voulez dans l'existence, y compris matériellement par ses outils de diffusion. Donc, on peut lui attribuer, en tout cas, on peut aller chercher chez lui une des causes du bouleversement. Alors, c'est le moment de la jeunesse, c'est-à-dire le moment où c'est les derniers feux, pour reprendre l'expression de Freud, de la perversité polymorphe. Donc, il y a un terreau favorable dans l'adolescence à l'expérience d'une musique qui électrise l'intégralité du corps érogène. Et on peut, je pense, attribuer au rock, ou en tout cas voir dans le rock un élément décisif
compris tel qu'il est compris ici, dans les tentatives de dépassement des modèles de genre et de sexualité qui ont eu cours dès les Rolling Stones, en passant par le glam, etc., etc., dans l'idée qu'il y a quelque chose à dépasser dans l'expérience d'être un homme ou une femme, etc., etc. Mais évidemment, il y a, et je vais aller très vite là-dessus, il y a une ambivalence puisque il n'est pas besoin de préciser que le rock a conduit cette volonté de transgression, de transformation, l'a conduit tout en conservant des attitudes misogynes et machistes extrêmement longtemps. C'est l'ambivalence du rock, c'est le fait de donner une forme sans contenu. Eh bien, cette forme peut très bien s'adapter aux dominations qui ont longtemps continué à s'exercer. Je finirai dans les dernières 30 secondes en mentionnant la manière dont cette ambivalence a été pensée et en tout cas explicitée par les acteurs du rock eux-mêmes dans le rapport à la mer qui, alors l'époque est saturée d'un freudisme plus ou moins vulgarisé, mais dans le rapport à la mer qui est à la fois la figure désirée et honnie du retour à un état océanique, l'état de fusion et de disparition dans le grand tout qu'avait thématisé Freud dans Le malaise dans la culture. Cet état océanique, c'est évidemment le pendant du crash, c'est-à-dire la disparition de l'individu dans une sorte d'extase dont on est allé chercher les modèles dans le bouddhisme zen. Alors, quelle que soit la manière dont ça a été exprimé, au fond, ça dit l'impossibilité de vivre dans la vie quelque chose qui soit à la hauteur du rock. Mais le rock, et je conclus là-dessus, a proposé une réponse à ce sentiment océanique en récupérant cette thématique-là et en lui donnant peut-être une dernière fois une forme musicale qui permet d'en vivre l'expérience sans que ce soit une expérience de destruction. Et nous allons l'écouter, et j'en dirai juste 2 mots et ce sera fini. Dans la musique de My Bloody Valentine, l'auditeur est souvent, enfin c'est pas souvent, est d'emblée submergé pour des raisons d'occupation de fréquences, de volumes égaux, d'indistinction des instruments. Il est tout de suite plongé dans une masse sonore englobante qui n'est pas pourtant dépourvue de dynamique, puisque on vient de l'entendre avec il y a comme des mouvements de dégénérescence ou de ploiement interne qui ensuite sont repris dans des tensions. Le shoegaze, vous savez, c'est ceux qui regardent leurs chaussures et qui se coupent du monde. Et en donnant à vivre cette expérience océanique sans pour autant détruire le sujet qui l'écoute à travers cette dynamique, My Bloody Valentine, d'une certaine manière, clôt la boucle musicalement de ce qui avait été ouvert par le rock et qu'il a pourtant échoué à disséminer dans l'existence, parce que dans l'existence, au fond, rien ne peut revêtir en termes de jouissance et de satisfaction la forme du rock. Je vous remercie, je suis désolé, c'était un petit peu long. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que normalement on n'a pas de temps, mais j'aurais quand même une toute petite question à vous poser. En fait, je m'interrogeais parce qu'on entend parfois dire aujourd'hui que l'époque n'est plus tellement dominée par le rock, mais plus par le rap maintenant. En tout cas, qu'on est passé à un autre, je dirais pas canon musical, parce qu'il y a toujours de la production de rock, mais bon, ce n'est plus le genre, on va dire, maître ou dominant, voilà, effectivement prépondérant. Pourtant, nous avons toujours des moteurs. Alors, est-ce que c'est parce que le rock s'est épuisé ou parce qu'il y a d'autres formes musicales qui ont trouvé d'autres moyens d'assouvir l'excitation que le moteur continue d'infuser en nous, de susciter en nous, puisque en l'occurrence il est toujours présent? Est-ce que c'est parce que, d'une certaine manière, tout a été fait ou parce qu'il a perdu sa capacité à innover par rapport aux grands groupes des années 60 que vous nous avez présentés? Voilà.
Oui, alors tout à fait. Alors c'est très juste. Je pense. Alors si on reste dans l'horizon du rock, effectivement, il y a deux réponses. Il y a d'abord que le rock s'use en tant que musique des intensités, puisque des mouvements intensifs qui sont connus, attendus, répétés, ne produisent plus l'espèce d'effet de sidération que peut provoquer les sauts par paliers. Donc, du point de vue de cette recherche de dynamique, on peut interpréter les différents âges du rock comme différentes manières de contourner ou de vivifier à nouveau cette possibilité de produire des paliers qualitativement supérieurs d'intensité sonore. Jusqu'au moment où il semble que ça c'est les figures. Le rock cesse d'être inventif du point de vue des figures dynamiques. Et ça, je pense que à partir des années 90, avec d'un côté les formes radicales du type couplet-refrain calme énervé du grunge, et avec cette espèce de renversement de My Bloody Valentine, en termes d'intensité, je crois qu'on n'invente plus rien. Et ce sont des intensités qui passent ailleurs, dans l'électro, dans la techno, etc. Merci beaucoup pour cette présentation tout en musique, où effectivement, après avoir fait l'expérience de la musique de l'extrême, nous avons pu faire l'expérience de la musique du climax, si on peut présenter les choses de la sorte. Donc la question que vous avez affrontée était celle de savoir si le rock est la reconstruction musicale du désir. Donc vous avez commencé par rappeler ce qu'on pourrait appeler le lieu commun du rock, c'est-à-dire le fait qu'effectivement au centre du rock se joue fondamentalement la question du désir, la question de la sexualité. Vous avez rappelé toute la symbolique extérieure, le déhanché d'Elvis et d'autres figures. Mais vous vous êtes demandé en fait comment cette symbolique pouvait jouer non pas de manière extérieure mais à l'intérieur même de la musique, c'est-à-dire pas simplement dans les postures, dans les mouvements, dans les symboles qui accompagnent l'exercice musical, mais vraiment dans sa production même. Et dès lors, l'enjeu de votre réflexion a été de savoir si on pouvait comprendre la musique rock comme un vecteur ou comme un soutien. Vous avez eu l'intention même de comprendre son opération comme un désir qui se fait son, dans une forme de christologie érotique, si on peut présenter les choses comme ça. Et donc vous avez essayé de prendre au pied de la lettre la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire de donner un son au désir. Comment est-ce qu'on peut opérer ça, pas simplement d'une manière un peu métaphorique, mais vraiment au sens propre des choses, et comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc ça a été l'occasion pour vous de développer le concept d'existence sonore, donc de vraiment donner à plein sa force à l'hypothèse d'une concrétion ou d'une réalité de la sexualité ou du désir plutôt dans le son. Donc vous avez essayé de montrer ensuite que la force du rock, sa puissance, était d'être en mesure de traduire le désir qui est une réalité extérieure à son ordre ou à sa nature dans ses coordonnées, pourrait-on dire, dans ses modalités d'expression. Et donc vous vous êtes intéressé à la création des figures du désir, à l'intérieur du rock. Et vous avez montré que effectivement, comme le rock était dans l'incapacité de produire de lui-même le désir, il était dans la nécessité de l'emprunter au monde et ensuite de le projeter vers lui. Donc ça a été l'occasion de développer une forme de dialectique au fond du désir entre la musique et le monde. Et donc pour savoir à quel type de réalité ou à quel extérieur le rock emprunte sa puissance désirante, vous nous avez invité à une recontextualisation historique des conditions de son émergence, et notamment à cette grande rupture qu'a été dans le mode de vie des personnes du XXe siècle. L'apparition de cette innovation technologique a été le moteur à combustion. Et tout comme donc le moteur est finalement la construction qui permet à la machine d'avancer, vous avez un petit peu filé la métaphore en disant que le désir était ce qui pouvait également animer la machine du corps, et que d'une certaine façon le rock allait se saisir de ce parallélisme-là pour jouer à plein. Je crois que donc vous avez insisté d'une part sur le fait que le moteur a vraiment fait irruption dans nos vies, donc immédiatement, sa réalité s'est imposée à nous avec une forme de violence, avec une forme de brutalité. Et vous avez expliqué ensuite que cette irruption s'est couplée à une forme d'excitation
permanente qui mettait en réalité les individus dans un état de tension, dans un état de déséquilibre à l'égard de leur milieu, tant et si bien que il y avait une perte de repères, il y avait vraiment une perte d'équilibre, presque un vertige qui animait les individus. Donc ça a été également l'occasion pour vous d'évoquer Mirbeau avec l'expérience de l'automobiliste. Et d'ailleurs à cette occasion, je voudrais vraiment vous remercier parce que grâce à vous, je comprends mieux maintenant pourquoi l'érotisation est si importante dans les publicités pour les voitures. S'il y avait toujours été pour moi une forme vraiment de perplexité parce que je ne comprenais pas pourquoi on s'exténue à nous vendre la voiture comme un objet de désir, maintenant je le comprends mieux. Donc en fait, effectivement, le moteur, l'époque qu'il a vu naître a créé une forme de stockage et d'excitation permanente du désir, tant et si bien que le rock est apparu comme une forme de solution ou de résolution à un problème somatique, à un problème presque civilisationnel. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie résiduelle que la société, que la civilisation dans laquelle on vit, qu'une civilisation du moteur et de la technologie suscite en nous? Eh ben, l'objectif du rock, pourrait-on dire, a été de créer un espace de satisfaction, un espace où on pouvait déchaîner ces énergies qui étaient engendrées en nous. Et donc, en l'occurrence, ça a été l'occasion pour vous de nous montrer que le titre des Stones, Satisfaction, quoi qu'il soit paradoxal parce qu'il prétend ne pas pouvoir donner de satisfaction, est précisément une fenêtre, une porte pour exprimer, pour se soulager, dans un vocabulaire là aussi assez freudien, des tensions, des pulsions qui sont suscitées en nous. Ça a été également pour vous le moment de montrer comment le rock instaure un jeu de réponse entre la guitare et donc je veux dire dans le cadre de l'analyse du tube des Stones et la voix, ce qui était une manière aussi de montrer que dans cette chanson il y avait un équilibre, une harmonie qui était réinstaurée entre la technique et le corps, puisque la guitare, qui est un instrument, entre en résonance de manière harmonieuse avec la voix des chanteurs. Et vous avez ensuite montré que si effectivement le rock était une manière de répondre au problème de l'excitation qui était suscitée en nous, le rock s'affrontait tout de même à un problème, c'était comment gérer cette intensité qui s'était mis en devoir d'exprimer. Vous nous avez expliqué que la manière qu'il avait de le gérer, c'était en fait une gestion on pourrait dire de l'augmentation de l'intensité, également une gestion de la maximalité. Et vous nous avez montré à ce moment-là que, en réalité, la force du rock avait été d'inventer différents types de climax, plusieurs manières en fait d'atteindre des hautes intensités d'excitation. Et vous nous avez montré ensuite également que, donc grâce à un parallèle qui était intéressant avec les travaux de Masters and Johnson sur l'excitation et sur l'orgasme, qu'en vérité le rock pouvait vraiment être lu comme une nouvelle manière de jouir. Et que c'était précisément sa force d'avoir inventé une nouvelle manière de jouir qui avait en plus la force d'être dégenrée. Et donc de proposer une solution beaucoup plus souple, pourrait-on dire, que les comportements qui ont été étudiés par les chercheurs que vous nous avez mentionnés. Et donc je voudrais simplement terminer, parce que je vois que le temps file, je voudrais simplement terminer en disant qu'on comprend mieux à présent pourquoi la question du genre aujourd'hui se pose avec tant de force, et peut-être aussi parce que notre époque et l'héritière de l'ère du rock semble ne plus être sous sa prépondérance, mais en tout cas, elle hérite de ses problématiques, elle hérite aussi de ses fruits, de ses résultats, et donc des questions qu'elle a posées.